Bonjour Hugo Huron. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur TV5 Monde. Alors on vous connaît en France comme le président du collectif Interurgence. Vous publiez chez Albin Michel avec ce collectif Urgence Hôpital en danger. Pendant 5 ans, vous avez été infirmier de nuit à l'hôpital Lariboisière à Paris. D'ailleurs, en 2020, début 2020, vous avez démissionné, c'est ça? Je suis en disponibilité, oui. D'accord. Pour quelle raison vous avez démissionné? Parce que vous étiez écœuré, fatigué? Oui, en fait, je l'étais déjà avant le début du mouvement de grève. Ça a un peu prolongé mon exercice, mais je devais quand même partir de l'hôpital. Deux mots sur ce collectif. À quel moment vous l'avez créé et qui en fait partie? Alors, c'est un collectif composé essentiellement de paramédicaux, donc infirmiers, aides-soignants, brancardiers, ASH, toutes les professions non médicales de l'hôpital, mais qui sont dans les soins. ASH, c'est aide-soignante hospitalière? Non, agent de service hospitalier. Agent de service hospitalier, oui. D'accord. Et donc, il y a un collectif de paramédicaux qui s'est créé au mois de mars 2019, donc il y a quasiment un an. Et ce sont des personnes qui ont partagé la même analyse, c'est-à-dire que les conditions de travail ne permettent pas d'avoir des conditions d'accueil satisfaisantes pour les patients. On va en reparler, bien sûr. Donc, ce livre Urgence, c'est le témoignage d'une vingtaine de ceux qu'on appelle parfois les 100 voix de l'hôpital, hein, le quotidien des urgences, vu de l'intérieur. Comment vous pourriez résumer en quelques mots ce quotidien dans les hôpitaux? Ce qu'on décrit depuis le début, c'est-à-dire que vous avez dans les hôpitaux une politique de restriction budgétaire depuis une vingtaine d'années qui fait que les conditions de travail se complexifient de plus en plus avec une population qui est de plus en plus nombreuse, en tout cas sur les urgences à venir. Donc d'un côté, vous avez trop de personnes à venir aux urgences, de l'autre côté, vous avez plus assez de lits et plus assez d'effectifs pour bien soigner les patients et donc les soignants se retrouvent en étau entre les deux. Il y a moins de personnel qu'avant, c'est pas une légende, il y a beaucoup moins de personnel, notamment au service des urgences. C'est-à-dire que là, vous avez des grands enjeux de société que sont le vieillissement et la maladie chronique. Donc, plus ça va aller, plus vous allez retrouver avec une population qui est malade et qui a plusieurs maladies, donc des patients assez lourds à prendre en charge, qui prennent du temps. Et oui, par exemple, à la PHP, il y a beaucoup de services qui sont fermés parce qu'il n'y a pas assez de soignants pour les mettre dans les lits. La PHP, donc c'est les hôpitaux de Paris. Oui, hein. bien sûr. Oui. Alors la mobilisation des hôpitaux, vous l'avez dit, a commencé par des grèves en mars 2019. Quelques semaines plus tôt, une patiente était morte faute de soins après 12 heures d'attente sur un brancard. C'était aux urgences de Lariboisière. On regarde d'abord ce reportage. Durant ces 12 heures d'attente, la patiente aurait dû être surveillée toutes les 2 heures. Ce contrôle n'a pas été effectué à cause d'une activité soutenue et d'un personnel débordé. Par ailleurs, à l'hôpital Lariboisière, le service des urgences générales cohabite avec les urgences ORL. Les deux services se partagent les 18 boxes d'examen. La mission d'enquête prévoit leur réorganisation. D'abord, le premier élément, c'est les locaux, avoir un nombre de boxes suffisant pour pouvoir consulter, pour pouvoir examiner les patients. Donc ça, c'est la recommandation de la mission, c'est de faire sortir l'activité, des activités qui ne sont pas des activités des urgences générales pour libérer de la place pour les urgences générales. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le renforcement en personnel médical pour qu'un médecin puisse faire fonctionner ce circuit très court. Les urgences de l'hôpital Lariboisière enregistrent 85 000 passages par an, soit le flux le plus important des hôpitaux parisiens. Hugo Huron, vous l'avez vécu cette journée-là? Je ne travaillais pas à ce moment-là, mais c'était mon équipe qui m'ont appelé à 7 heures en pleurs suite à ce qui s'est passé. Oui. Oui. Et c'était un drame qui s'est reproduit assez souvent dans l'hôpital Lariboisière? Alors, à Lariboisière, non, pas particulièrement. Par contre, quand on a commencé avec le collectif Interurgence et qu'on a commencé à échanger avec les autres services d'urgence de Paris, on s'est rendu compte que ce même mois, en décembre 2018, il y aurait eu 5 décès dans des conditions similaires dans les urgences parisiennes. Alors, comme vous le dites dans le livre, ce sont les patients qui sont les premiers en danger à cause du manque de moyens et de personnel dans les hôpitaux. C'est d'abord les patients qui sont... Oui, c'est ça. Oui. En fait, les revendications qu'on porte, c'est on essaie d'expliquer à la population qu'il nous faut plus de lits. Pour avoir plus de lits, il faut avoir plus d'effectifs. Et pour avoir plus d'effectifs, au vu des conditions de travail à l'heure actuelle, il faut revaloriser le métier. Donc en fait, ce ne sont pas des revendications corporatives, c'est vraiment pour l'accès aux soins qu'on se bat à l'heure actuelle. Vous avez l'impression que les patients... Vous espériez que les patients, qui sont aussi des citoyens, soient plus solidaires avec vous? Le problème, c'est que les premiers impactés sont les personnes les plus vulnérables. Elles sont déjà malades, donc elles ne sont pas ou peu en capacité de porter leur voix. Donc on se doit, nous, pour eux, de le faire. Mais on aimerait que la population se saisisse un peu plus de la question. Après, il y a des enjeux peut-être autour de... demander à un jeune de 20 ans de défendre l'hôpital, peut-être qu'il ne voit pas bien ce que ça représente. Et puis, il y a aussi l'enjeu sur les retraites à l'heure actuelle. Donc, il y a déjà beaucoup de gens dans la rue. Donc, il y a quand même une époque avec un climat social qui est complexe, donc c'est difficile encore de saisir la population. Alors la crise n'est pas que parisienne, hein. Je vous propose qu'on écoute une infirmière du département de l'Oise et un syndicaliste des Vosges. Oui.
On est vraiment dans une situation gravissime d'urgence et je pense que ni Madame Buzyn ni Monsieur Macron ne se rendent compte réellement de la situation. Et il faudrait qu'ils sortent un petit peu de leur tour d'ivoire et qu'ils viennent un petit peu à la rencontre des gens pour se rendre compte qu'il y a des gens qui meurent dans les urgences, dans l'indifférence complète. Il y a des personnes dans les EHPAD qui reçoivent une douche toutes les 3 semaines. Le combat, ça fait 1 an qu'on le mène et on va le continuer parce qu'il y a encore des améliorations à faire. Et puis ça, c'est toujours en cours. On a toujours des fermetures de lits, on n'a toujours pas de place pour hospitaliser les gens. Donc il faut continuer. L'espoir, il faut que ça persévère et puis il faut que les gens et la population se sentent enfin concernés par ce qu'on fait, parce qu'on le fait pour eux, pas pour nous essentiellement. Alors, on vient d'entendre le nom d'Agnès Buzyn, donc, qui est toujours ministre de la Santé en France. Elle vient d'annoncer qu'elle allait quitter son poste dans les prochains jours pour devenir donc la candidate de La République En Marche à Paris. Qu'est-ce que vous pensez de son départ du ministère de la Santé? Nous, au sein du collectif, on trouve ça complètement ahurissant. Il y a 2 choses par rapport à ça. La première, c'est le gouvernement dit c'est la candidature la plus crédible au sein du parti. Nous, on se demande quelle crédibilité elle a, puisque ça fait 11 mois qu'il y a la crise au sein des hôpitaux, qu'elle n'a toujours pas su améliorer et les conditions de prise en charge sont toujours dangereuses. Et la seconde, c'est que ça assoit un peu sa stratégie, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'elle n'a pas su porter les dossiers politiques et qu'elle préfère choisir sa carrière au détriment de la santé de la population. Oui. Et puisque vous disiez aussi dans le livre, évidemment, avant de savoir qu'elle allait être candidate à Paris, vous dites la ministre française de la Santé, il faut le rappeler, elle est médecin elle-même, et on pourrait penser que c'est plutôt un atout dans la négociation sur la crise dans les hôpitaux, et vous écrivez que c'est plutôt un drame, pour vous en tout cas. Pourquoi ? Oui, parce qu'en tant que médecin, quand elle dit à la population qu'elle a un plan pour sauver l'hôpital, qui en fait un plan est vide, quand vous voyez le plan qu'ils ont mis sur les retraites, ils l'ont préparé pendant 2 ans, c'est du gruyère, on se doute bien que celui sur l'hôpital préparé en 1 semaine, il y a des grosses lacunes. Mais pourtant, elle annonce un plan, elle se veut très rassurante, donc elle reste crédible, alors même qu'elle n'a pas le poids politique suffisant pour appuyer notre cause auprès de Bercy et de Matignon. Et puis en tant que médecin aussi, elle s'adresse aussi, comme ses interlocuteurs privilégiés dans l'hôpital, ce sont les médecins et pas tellement le personnel comme vous, les aides-soignants, les infirmiers. Oui, là on le voit, elle a été odieuse pendant 11 mois et elle n'a jamais négocié ni avec les collectifs ni avec les syndicats. Là elle a vu les médecins démissionnaires au mois de décembre, elle va les revoir ensuite, alors que ça fait 11 mois qu'on est quand même sur le terrain. Alors elle a quand même, vous dites odieuse, d'accord, mais elle a quand même promis, le gouvernement en tout cas a promis de nouvelles primes. Des augmentations du budget des hôpitaux et puis une reprise partielle de la dette globale des hôpitaux qui est 30 milliards, je crois, d'euros pour toute la France. Et je pense que le gouvernement va en retirer 10 milliards, donc un tiers de la dette va être reprise. Il y aura des nouvelles négociations qui sont prévues normalement à la mi-mars. Donc il y a quand même des choses oui, sauf si elles ont lieu. Non, alors en fait, la communication du gouvernement à l'heure actuelle, c'est de dire attendez d'avoir l'argent et on reparle. Donc il n'y a pas de nouvelles négociations prévues. Sur les primes, par exemple, on peut en dire 2 choses. La première, c'est que quand vous donnez des primes à certaines personnes et pas à tout le monde, au sein d'un collectif de travail qui est déjà fragilisé, ça crée encore plus de division. En plus, elle donne des primes, mais dans le même temps, il gèle les salaires de la fonction publique jusqu'en 2022. Enfin, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'elle donne les messages politiques en disant j'ai augmenté le personnel hospitalier. Ce qu'il faut voir derrière, c'est que la majorité du personnel hospitalier aura encore un pouvoir d'achat réduit dans 2 ans. Ça, c'est la première chose. Sur la question du rachat des 10 milliards d'euros de dette, en fait, c'est un peu long comme histoire, mais en gros, les hôpitaux se sont endettés avec des emprunts toxiques parce que l'État s'est désengagé de tout ça. Et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on a des urgences trop petites, des locaux inadaptés. Là, je pense au bloc de l'hôpital Lariboisière ou aux hôpitaux de Saint-Louis, il y a des fuites d'eau. Quand vous opérez, il y a de l'eau qui tombe. Enfin, c'est quand même inadmissible pour la santé des malades et ça pose des questions graves en termes de prise en charge. Donc, pourquoi pas 30 milliards, sachant qu'ils empruntent à des taux négatifs, c'est quand même étonnant aussi. Oui. Alors, vous en parlez dans le livre aussi, et c'est un dossier très important, enfin un point très important, c'est que depuis 2007, je pense, les hôpitaux sont financés à l'activité, à l'acte de soins. Vous dites c'est une logique de résultat. Pour vous, c'est un mauvais système, la tarification à l'activité. Alors c'est un mauvais système pour énormément de raisons, mais on peut en citer une aujourd'hui qui peut être intéressante. C'est pareil, on est sur le même modèle économique entre les cliniques et les hôpitaux. Sauf que les cliniques prennent tous les malades qui rapportent, c'est-à-dire les pleines mains, 1500, 2000 euros, elles vont s'en faire 50 dans la journée. Ils prennent tous les cas qui sont intéressants. Et nous, les hôpitaux, on se récupère toutes les personnes, puisqu'on a une mission de service public. C'est intéressant et qui rapportent de l'argent tout de suite. Qui rapportent de l'argent tout de suite, et ce sont des gens qui sont en bonne santé par ailleurs, c'est-à-dire qu'ils se font opérer, ils repartent. Nous, on a toutes les personnes âgées polypathologiques, très compliquées, et qui coûtent de l'argent. Et comme ça coûte de l'argent, on n'a pas assez d'argent pour rémunérer efficacement les personnels ou maintenir une activité, et donc le personnel s'en va.
Ouais. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui en priorité pour sauver les hôpitaux français? C'est du personnel, plus de personnel et plus d'argent? En fait, quand Agnès Buzyn dit que c'est un problème d'organisation, c'est un problème d'organisation qui est lié à des restrictions budgétaires successives. Donc il faudrait faire deux choses. La première, c'est accéder aux revendications du personnel qui se bat depuis 11 mois, parce qu'il faut un message d'espoir fort pour que les soignants à l'hôpital arrêtent de se sentir abandonnés et se disent « Ok, on peut recommencer à travailler ensemble sur ce que sera l'hôpital de demain avec les grands enjeux de société ». La deuxième chose, c'est que le travail s'est tellement modifié. C'est-à-dire qu'aux urgences, si vous faites le même travail, si vous faites 2 fois plus de travail qu'il y a 20 ans, alors que vous êtes le même nombre d'effectifs, évidemment que le travail s'est modifié et qu'on fait des accommodements déraisonnables. Et dans ce cas-là, il faut repartir du travail réel et reconstruire ensemble. C'est modifié parce qu'aussi le travail s'est complexifié. Il est plus complexe aujourd'hui le travail d'un infirmier qu'il était il y a 20 ans. Il n'est pas forcément plus complexe, mais si vous voyez 50 patients au lieu de 25 dans le même temps, évidemment que vous n'allez pas les voir de la même façon. Les grèves vont continuer, vous ne déposez pas les armes? Alors on se pose la question pour la grève, est-ce que c'est vraiment la bonne forme de lutte après 11 mois sans aucune avancée? Par contre, il faut qu'on se réinvente dans les actions. On va faire plein de choses, on va essayer de publier une liste de tous les morts par défaut d'organisation, parce qu'il faut rendre visible ce qui est invisible. Peut-être que les états d'âme des soignants, ça n'est pas assez intéressant pour le gouvernement ni pour la population. Donc dans ce cas-là, il faut qu'on arrive à montrer... Faire pression par l'opinion publique peut-être? Effectivement, il y a des morts à l'hôpital. La deuxième chose, c'est puisqu'ils nous disent « Vous allez voir, notre plan va bien marcher », on va filmer des infirmiers pour qu'ils nous parlent de leurs conditions de travail maintenant, et on le refera juste avant les présidentielles. Et on verra si ça a changé. En un mot, Hugo Huillon, vous irez retravailler un jour à l'hôpital? Si la réponse politique est porteuse d'espoir, oui, je pense. À l'heure actuelle, ça me paraît compliqué.